Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 10 hélicoptères ont décollé dans l'obscurité complète au-dessus du sud du Liban. Aucune lumière, aucune communication, déplacement rapide et à basse altitude. Lorsqu'ils ont atterri, ils transportaient des soldats israéliens morts et blessés loin d'un champ de bataille qui a immédiatement été fermé au monde entier. Aucun chiffre, aucun nom, aucune image. L'armée israélienne a imposé une censure totale en quelques heures. Ce qui rend ce silence si assourdissant, c'est que les médias israéliens ont décrit cela comme l'une des frappes les plus meurtrières contre les forces israéliennes de toute la campagne au Liban, la pire nuit de la guerre. Et le public américain n'en a presque rien entendu. Visiblement, on s'attendait à ce que le public se contente de la trousse d'urgence habituelle. Moins d'informations, plus de postures et un ton très assuré au pupitre. L'Amérique est dans cette guerre. L'argent américain la finance. Des soldats américains y meurent déjà. 13 morts confirmés. Plus de 300 blessés. Et, pendant la nuit de la pire frappe unique de toute la campagne, le flux d'informations vers le peuple américain a été pratiquement nul. Ce n'était pas un oubli. C'était une décision. Parce que dans le modèle informationnel à la Trump, si la réalité ruine le message, la réalité est la première chose qu'on pousse hors scène. Une fois cette décision comprise, tout le reste de ce qui se passe en ce moment, les marines déplacées vers leur position, les discussions sur la saisie d'une île iranienne, les canaux diplomatiques parallèles, le partenaire qui vient de dire à ses propres médias qu'il ne sera pas là pour la prochaine phase, tout cela prend soudain un sens d'une manière qui devrait rendre profondément mal à l'aise chaque Américain qui suit encore la situation. Le fil qui relie tout cela est simple. La version officielle de cette guerre et la réalité opérationnelle de cette guerre ne racontent pas la même histoire. Elles ne racontent même pas à peu près la même histoire. Et l'écart entre ces deux versions est précisément l'endroit où se prennent en ce moment les décisions les plus lourdes de conséquences. Ce sont ces décisions qui détermineront si ce conflit reste contenu ou s'il devient quelque chose qui transformera la vie américaine pendant une génération. Cet écart, c'est aussi l'endroit où le théâtre politique donne sa meilleure représentation. Une formule bien polie pour la télévision, puis une facture beaucoup plus laide livrée plus tard. Ce qui se passe réellement doit être compris pièce par pièce, en commençant par le Liban. Le Liban n'est pas une histoire secondaire. Le Liban est la clé pour comprendre tout le reste. Israël a lancé sa campagne terrestre dans le sud du Liban le 16 mars 2026. L'objectif annoncé était clair et gérable. Repousser le Hezbollah au nord du fleuve Litani. Établir une zone tampon. Faire cesser les tirs de roquettes sur les villes du nord d'Israël. Pendant des mois avant cette opération, les responsables israéliens décrivaient le Hezbollah comme une force affaiblie. Direction éliminée. Commandement et contrôle perturbé. Capacité considérablement réduite. Le portrait qu'on présentait était celui d'une milice s'accrochant avec ce qui lui restait, incapable d'opposer une résistance sérieuse à une armée moderne, bénéficiant d'une supériorité aérienne totale et d'une capacité terrestre écrasante. La réalité opérationnelle est très différente. Environ 400 000 soldats israéliens ont été mobilisés pour cette campagne. 400 000. C'est un engagement énorme en effectifs nationaux. Et, à ce stade de la semaine, après des semaines de combat, les forces israéliennes n'ont pris le contrôle d'aucune ville de première ligne dans le sud du Liban. Pas une seule. Les axes d'avancée au sol ont été décrits par des personnes en contact direct avec le front par une expression précise. Un cimetière pour les chars. Ce n'est pas le langage d'une campagne qui se déroule comme prévu. C'est le langage de quelque chose qui a mal tourné, qui continue de mal tourner. Mais dans l'aile politique des conférences de presse, un champ de bataille enlisé peut toujours être reconditionné en progrès immense si les adjectifs sont assez bruyants. Puis est venue la nuit des hélicoptères. Plus de 10 d'entre eux ont décollé dans l'obscurité, emportant le coût humain de ce qu'un haut responsable israélien de la sécurité a décrit comme des attaques simultanées et coordonnées venues à la fois d'Iran et du Liban, frappant au même moment. Cette coordination est l'élément le plus important. Le Hezbollah n'a pas simplement attaqué quand il le pouvait, il a attendu. Il a préservé ses meilleures unités pendant des mois, alors qu'Israël parlait de dégradation. Puis il a synchronisé sa frappe pour qu'elle tombe exactement au moment où des vagues de missiles iraniens saturaient déjà les défenses aériennes israéliennes. Ce n'est pas une organisation brisée qui racle ses dernières ressources. C'est une force militaire patiente et disciplinée, qui comprenait mieux l'environnement opérationnel que ne le laissait entendre le récit public. Elle a attendu le moment où son intervention causerait le maximum de dégâts. La censure qui a suivi a été immédiate et totale. La rapidité de cette réaction révèle quelque chose d'important. Quand une armée impose une censure aussi vite, elle ne protège pas une opération en cours.
Elle protège un récit. Le récit d'un Hezbollah affaibli, le récit d'une campagne qui progresse vers ses objectifs, le récit qu'on racontait pour justifier les coûts déjà payés, ne pouvait pas survivre au contact de ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors cette nuit a été enterrée. Pour le public israélien, quelques fragments ont circulé avant que l'ordre tombe. Pour le public américain qui finance cette guerre, c'était comme si l'obscurité ne s'était jamais dissipée. Rien ne dit mieux la confiance dans la version officielle que de verrouiller les preuves avant même que la lumière du jour ait le temps de poser des questions. Cette image compte. 400 000 soldats, pas une seule ville de première ligne prise, la pire frappe unique de toute la campagne, censure immédiate. Et, au même moment, une autre image se construit. 2500 marines des États-Unis, spécialement entraînés pour des opérations de débarquement amphibie, sont arrivés au Moyen-Orient. Le président Trump a dit au Financial Times qu'il envisageait de s'emparer de l'île de Karg, principal terminal d'exportation pétrolière de l'Iran dans le golfe Persique. Ce n'est pas une déclaration diplomatique. C'est un objectif militaire énoncé publiquement par un président en exercice. Comme si la politique étrangère n'était qu'un autre numéro de scène électorale. Prononcer d'abord la phrase la plus dure, puis laisser quelqu'un d'autre se débrouiller avec la carte ensuite. Le secrétaire d'État Marco Rubio a dit la même semaine que l'armée américaine peut atteindre ses objectifs sans troupes au sol à l'intérieur de l'Iran. Le président, lui, n'a pas exclu des troupes au sol. 2 positions au sein de la même administration, la même semaine, tirant dans des directions opposées. Un volet du message vend la retenue, l'autre garde la bande-annonce de l'invasion prête pour l'heure de grande écoute. Un ancien officier du corps des marines et député en fonction a expliqué exactement ce qui se passe si ces 2500 marines reçoivent l'ordre d'avancer. Ils exécutent. Ce sont des professionnels. Ils ne laissent pas une mission inachevée. Mais, en 15 à 30 jours, ils ont besoin de renforts et de ravitaillement à une échelle qui transforme une opération de pression en engagement militaire durable. Ce qui est présenté comme une frappe limitée ou une saisie ciblée devient, par la logique simple et inévitable du maintien d'un territoire contesté face à un ennemi motivé sur sa propre côte, quelque chose de beaucoup plus long et de beaucoup plus vaste que ce qu'aucune conférence de presse ne décrira. Ce n'est pas de la spéculation. C'est ainsi que fonctionnent les opérations militaires. L'annonce et la réalité divergent au moment même où les bottes touchent le sol et où l'ennemi décide qu'il ne partira pas. La guerre, malheureusement, ne suit pas le même scénario qu'une foule de rassemblements entraînés à applaudir avant l'arrivée des détails. The Hill a publié cette semaine une analyse qualifiant une invasion terrestre de l'Iran de catastrophe stratégique. La comparaison avec l'Irak de 2003 est le cadre de référence le plus évident, mais elle sous-estime en réalité l'ampleur du problème. L'Iran compte 90 millions d'habitants. Son territoire est 4 fois plus vaste que celui de l'Irak. Son relief, les monts Zagros, de vastes déserts intérieurs a absorbé et détruit des armées d'invasion tout au long de l'histoire écrite. Le corps des gardiens de la révolution islamique a passé 4 décennies à bâtir une doctrine militaire conçue précisément pour ce scénario, pour le moment où une armée étrangère tenterait de tenir un territoire iranien contre une résistance iranienne. Les simulations de guerre du Pentagone ont modélisé ce conflit à répétition. Elles arrivent toujours à la même réponse. Des centaines de milliers de soldats, des années d'occupation soutenue, des pertes qui dépasseraient les pertes combinées de tous les engagements militaires menés par l'Amérique après le 11 septembre. Tous, sans exception. Mais, dans l'univers de la politique à coups de torse bombés, une catastrophe peut toujours être vendue comme de la force, jusqu'au moment où la facture arrive, en uniforme et en argent. Et le pays censé partager ce fardeau, le pays dont les préoccupations de sécurité constituaient la justification affichée de l'implication américaine dans ce conflit, a dit à ses propres médias qu'il ne viendra pas. Channel 12 en Israël, l'un des réseaux d'information les plus regardés du pays, a rapporté que si les États-Unis lancent une opération terrestre contre l'Iran, les soldats israéliens n'y participeront pas, ni dans un rôle de soutien, ni dans une capacité limitée. Pas du tout. Un haut expert israélien en sécurité a dit clairement pourquoi. Israël manque de troupes et d'équipements pour des opérations en Iran. Ce n'est pas de la réticence, c'est de l'épuisement. Israël combat actuellement sur 3 fronts terrestres, à la fois Gaza, le Liban, la Cisjordanie, et sur 2 fronts aériens, l'Iran et le Yémen. Tsahal n'est pas une force en réserve qui attend d'être engagée. C'est une force déjà au contact actif dans 5 théâtres simultanés, qui absorbe des pertes dans chacun d'eux, y compris des pertes assez graves au Liban pour déclencher une censure militaire immédiate pendant la pire nuit de cette campagne. Donc le discours de vente reste merveilleusement à sens unique. Washington assume le risque et la formule d'applaudissement continue d'appeler ça un partage du fardeau. Le brigadier général à la retraite Israël Shafi l'a dit sans détour. Le public israélien est épuisé.
Une opération terrestre conjointe en Iran n'est pas dans l'intérêt d'Israël. Et le public américain n'est pas loin derrière dans cette fatigue. Un sondage Reuters, Ipsos, publié la semaine dernière, a révélé que seulement 7% des Américains appuient une invasion terrestre de l'Iran. Pas une mince majorité contre. Pas une division serrée avec un appui important d'un côté, 7% en faveur. C'est un rejet presque total de la part de la population qui paierait le prix humain de cette opération. Et cette opposition ne vient pas d'un seul coin du spectre politique. Le représentant républicain Tim Burchett a dit qu'il n'y a aucune volonté, chez les élus, d'un conflit terrestre en Iran. L'ancien représentant Matt Gaetz a dit à une foule au CEPAC, au Texas, qu'une invasion terrestre rendrait l'Amérique plus pauvre et moins sûre. Prix de l'essence plus élevé, coûts alimentaires plus lourds, et aucune garantie que l'opération éliminerait plus de menaces qu'elle n'en créerait. Même le clan habituel du « faites-nous confiance » sera rapide, semble comprendre que les slogans ne font pas baisser le prix du carburant et ne remplissent pas moins les cimetières militaires. Une fracture visible et publique sur l'orientation de cette guerre s'est ouverte cette semaine au CEPAC. Pas une dissidence marginale. Une contestation directe de la logique opérationnelle poursuivie, venant de l'intérieur même de la coalition qui soutient cette administration. Les démocrates du House Armed Services Committee ont demandé cette semaine une audience publique avec des responsables du Pentagone, affirmant que les briefings classifiés ne leur avaient pas fourni la supervision nécessaire. Les personnes constitutionnellement placées pour savoir ce qui est en train d'être planifié disent qu'elles n'ont pas une vue complète au moment précis où les décisions les plus lourdes de conséquences de tout ce conflit sont en train d'être prises. Le contre-pouvoir institutionnel, censé encadrer le pouvoir militaire de l'exécutif, dit au public qu'il ne voit pas assez clairement pour faire son travail. La supervision, apparemment, est maintenant censée fonctionner comme un briefing à la Trump, tout le monde a un micro et personne n'a le dossier complet. Pendant ce temps, le dimanche 29 mars, les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de l'Arabie saoudite, de la Turquie et de l'Égypte se sont réunis à Islamabad. Aucune participation américaine. Aucun rôle américain comme principal intermédiaire diplomatique dans ce conflit. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a décrit l'objectif comme l'ouverture d'un canal de dialogue qui n'oblige aucune des deux parties à reconnaître publiquement un contact direct parce que les deux côtés nient actuellement que des négociations aient lieu. L'Iran a qualifié de trompeuses les affirmations du président sur les pourparlers en cours. L'Iran a noté que les démarches diplomatiques précédentes avaient été accompagnées de frappes continues sur le territoire iranien. Et la position iranienne sur tout cadre de cessez-le-feu est délibérée et structurée de manière à créer des frictions. Le Liban doit être inclus. Tout accord qui mettrait fin à la confrontation avec l'Iran pendant que les opérations militaires israéliennes au Liban continuent est inacceptable pour Téhéran. Cette condition n'est pas une erreur diplomatique. C'est un piège calculé, conçu pour exposer l'écart entre ce dont Washington a besoin et ce dont Israël a besoin en les rendant dépendants l'un de l'autre. Ce qui devient gênant pour un style de Maison-Blanche qui préfère donner à la diplomatie l'air d'un tour d'honneur, avant même qu'une négociation ait survécu au cycle de nouvelles de l'après-midi. Washington a besoin d'un accord sur le programme nucléaire iranien et sur le détroit d'Ormuz. Assez pour stabiliser les marchés de l'énergie et revendiquer une victoire crédible sur le plan intérieur. Israël a besoin d'achever ce qu'il a commencé au Liban avant de pouvoir accepter une condition de cessez-le-feu liée à ce front. En théorie, ces objectifs peuvent coexister. En pratique, l'Iran a structuré les conditions de façon à rendre la satisfaction de l'un plus difficile dès qu'on satisfait l'autre. Chaque semaine où la campagne au Liban se poursuit sans atteindre ses objectifs est une semaine de plus où la fenêtre diplomatique pour l'Iran se rétrécit. Et le samedi 28 mars, les Houthis sont entrés dans le conflit depuis le Yémen, ajoutant un 5e front opérationnel à la carte des pressions. Ce n'est pas une escalade aléatoire. C'est le modèle stratégique iranien qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Non pas une seule force militaire défendant un seul front, mais un réseau d'acteurs, chacun avec sa profondeur stratégique dans son propre théâtre, chacun ajoutant un coup, chacun exigeant une réponse distincte. Le Hezbollah synchronise ses frappes avec les vagues de missiles iraniens. Des groupes de milices irakiennes frappent des bases américaines. Les Houthis ajoutent de la pression sur le transport maritime en mer Rouge. L'Iran n'a pas besoin de gagner dans un sens militaire conventionnel pour atteindre son objectif stratégique. L'Iran a besoin que le coût de la poursuite de ce conflit dépasse la capacité politique de Washington à continuer de l'absorber. Chaque nouveau front ajoute à ce coût. Chaque semaine d'enlisement au Liban ajoute à ce coût. Chaque hélicoptère qui décolle dans l'obscurité ajoute à ce coût. Et ces coûts ne restent pas sur le champ de bataille.
C'est la partie que le discours de vente du chef Ford déteste toujours le plus. L'ennemi a son mot à dire, la région réagit, et le désordre refuse de rester à l'intérieur des éléments de langage. Le prix de l'essence a augmenté de plus d'1 $ le gallon depuis le début de ce conflit. Environ 30% de la production mondiale d'ammoniac, l'engrais qui soutient la culture du maïs, du blé, du riz et du soja partout dans le monde est exposée aux frappes en cours sur les infrastructures énergétiques du Golfe. Les agriculteurs américains prennent en ce moment leur décision de semis de printemps face à une perturbation de l'approvisionnement qui ne se résoudra pas rapidement, peu importe ce qui se passe sur le plan diplomatique. Les tarifs quotidiens des superpétroliers ont atteint des sommets historiques. Plusieurs grandes compagnies maritimes ont complètement détourné leurs navires hors du Golfe. Ces coûts apparaissent maintenant dans les budgets de carburant, les factures d'épicerie et les marges économiques d'entreprises et de ménages qui n'ont joué aucun rôle dans la décision d'entrer dans ce conflit et n'ont aucun mécanisme direct pour se prononcer sur sa poursuite ou sur son escalade vers sa phase la plus dangereuse. Mais au moins, quelqu'un peut encore aller à la télévision et déclarer que tout est sous contrôle avec ce mélange bien connu de certitude, de volume et de détails manquants. L'ancien commandant du CENTCOM a confirmé cette semaine que l'armée des États-Unis travaille depuis un moment sur des plans pour une opération terrestre en Iran. Ce n'est pas une spéculation d'analystes extérieurs. C'est un fait institutionnel affirmé par la personne qui dirigeait autrefois ce commandement. Les marines présents dans le théâtre n'ont pas été déployés pour être retirés sans être utilisés. Le président n'a pas refermé la porte. Et le seul partenaire de combat déclaré dans ce conflit, le partenaire dont la sécurité constituait la justification affichée de l'implication américaine, a dit que ses soldats ne franchiraient pas cette porte lorsqu'elle s'ouvrira. Ainsi, l'étiquette America First risque une fois de plus de finir exactement là où finissent souvent ces mises en scène. L'Amérique paie d'abord, l'Amérique saigne d'abord, et le service de l'image continue d'appeler ça du levier. Alors, voilà où en sont les choses. Les pertes israéliennes au Liban sont sous censure militaire. La supervision parlementaire de la planification de guerre est inadéquate, selon le témoignage même des membres du comité constitutionnellement chargé de l'assurer. Le récit officiel décrit un conflit qui avance vers une résolution diplomatique. La réalité opérationnelle montre 400 000 soldats mobilisés qui n'ont pris aucune ville de première ligne, un Hezbollah dont la performance a largement dépassé les capacités qui lui étaient officiellement attribuées, et la pire frappe unique de la campagne, suivie immédiatement d'une suppression totale de l'information. La piste diplomatique est réelle. Le Pakistan facilite. Des ministres régionaux se rencontrent. Mais l'Iran a nié toute négociation directe, a qualifié de trompeuses les affirmations américaines et a structuré ses conditions de cessez-le-feu de manière à tirer Washington et Jérusalem dans des directions opposées au même moment. 10 hélicoptères ont volé dans l'obscurité parce que l'histoire qu'ils transportaient ne pouvait pas survivre à la lumière. Et c'est l'habitude persistante de tout ce style politique. Vendre la certitude en public, cacher la contradiction en transit et espérer que le public ne demandera jamais ce qui a été chargé dans l'hélicoptère. Des soldats américains sont déplacés vers leur position en ce moment même. L'argent américain pèse là en ce moment même. Et l'allié qui se tenait aux côtés de l'Amérique au début de ce conflit vient de dire à ses propres médias qu'il ne sera pas là quand commencera la partie la plus dure. La question qu'on ne pose pas assez fort dans la couverture médiatique dominante est la suivante. Qu'arrive-t-il aux soldats américains quand le partenaire qui a justifié cette guerre se retire de sa phase la plus dangereuse et que le public la prend en dernier? Parce qu'une fois les bannières rangées et la fanfaronnade descendue du micro, ce n'est jamais le communiqué de presse qu'on envoie dans la partie la plus dure. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.